Bonsoir à toutes et à tous. Samedi 7 septembre, il est l'heure de l'info. Qu'y a-t-il sous nos pieds? C'est une question à laquelle l'exposition Mycelium & Co répond au pôle d'avenir d'Écuré. Et vous le verrez, la nature est toujours surprenante. Ces petites baies rouges, sucrées et acidulées permettent à une association de Nant-le-Grand dans la Meuse de fabriquer du vin de groseille. Même si la météo n'a pas été clémente, ils nous ont quand même fait goûter ce précieux nectar. L'ancienne gare de Ligny-en-Barrois s'est transformée en musée de la Première et de la Seconde Guerre mondiale. Nos reporters vous proposent une visite guidée. C'est l'histoire d'un petit cabaret rural qui aujourd'hui, 40 ans plus tard, attire des milliers de spectateurs venus de toute la France. Nous parlerons de la success story de Variété Cabaret avec nos invités à la fin de ce journal. Ce vendredi, la saison culturelle de l'ACB de Bar-le-Duc a été lancée au pôle d'avenir d'Écuré. Le vernissage de l'exposition Mycelium & Co a marqué le coup. Ces œuvres immersives vous plongent dans le monde souterrain des champignons, essentiels à l'écosystème. 12 artistes ont collaboré pour offrir des réflexions sur notre relation à la nature. Un reportage de Céline Moreau et de Julien Debruyne. Plongé dans un monde invisible, un réseau souterrain composé de filaments essentiels à la vie des écosystèmes terrestres, les mycéliums. À travers une vingtaine d'œuvres artistiques et des installations interactives, l'exposition Mycelium & Co, installée au pôle d'avenir d'Écuré à Montier-sur-Sault, fusionne l'art et le vivant dans une symbiose unique. L'idée, c'est vraiment de prendre le temps pour les visiteurs, de découvrir tout ce qu'on ne voit pas à l'œil nu. Donc de prendre le temps d'aller voir ce qu'il y a dans les racines, dans les champignons, sous terre, de voir toutes les connexions qui existent. Et puis aussi de s'intéresser à ce que le champignon pourrait faire plus tard sur par exemple de la santé, sur de l'éco-construction, de la dépollution. Cette initiative, imaginée par le ministère de la Culture et réalisée par l'ACB Scène nationale de Bar-le-Duc, Le Vent des Forêts et Écuré Pôle d'avenir, a mobilisé 11 artistes pendant 2 semaines. Ces créateurs ont travaillé ensemble pour concevoir, imaginer et réfléchir à cette proposition artistique. C'est une série d'œuvres en fait, faites à partir de pigments naturels, de teintures sur drap, et ensuite qu'on a retravaillé avec des plantes qu'on a imaginées et des plantes qui existent sur différentes vertus en lien avec les sujets de l'exposition. Du coup, donc comment le champignon intègre notre société et peut devenir aussi un élément de réflexion sur des questions identitaires et des questions queer notamment. Une 50aine de personnes étaient présentes pour le vernissage. Un des moments forts de l'événement a été l'enfouissement d'une œuvre qui sera exhumée dans un an. Je vais bien mettre un petit coup de belle ça. Très intéressante. J'ai apprécié surtout l'affiche là-bas avec tous les champignons qu'on a mis en dessous pour pouvoir voir comment ça se présente, les différentes variétés, ce qui est comestible ou pas. Je trouve que ça nous déplace aussi de tout ce qu'on peut voir actuellement sur des projets très auto-centrés, sur l'autofiction, sur enfin voilà, plein de sujets qui sont un peu à la mode. L'exposition offre un voyage immersif où chaque œuvre dévoile les mystères de l'interconnexion qui se tissent sous nos pieds. Elle sera visible pendant 3 mois. En Meuse, il y a les mirabelles, mais aussi les groseilles. Ces petites baies acidulées et sucrées ont particulièrement souffert de la météo de ces derniers mois. Résultat, à Nant-le-Grand, l'association qui s'occupe de les récolter et de les presser n'en a pas assez. Nous avons suivi la fabrication du vin de groseille et cette année, il y aura très peu de bouteilles. Un reportage de la rédaction. Ce sont des gestes qu'ils répètent encore et encore. À cette période de l'année, ces habitants du petit village de Nant-le-Grand se retrouvent dans ce verger municipal pour cueillir ce petit fruit rouge, la groseille. Voilà, ça c'est quand même des belles grappes. Alors, mais c'est encore juste mûr, là, par exemple. Sous ce filet, Marc cultive plusieurs variétés. Si elles portent toutes des noms savants, elles se différencient notamment par leur couleur. Je fais des vins de groseille différents selon les variétés de groseille. Un peu comme les cépages, quoi. Alors cette année, ça sera difficile parce que vu le peu, je suis obligé de mélanger. Mais d'habitude, là, je vais dire ça, c'est du vin de groseille Rovada, ça c'est du vin de groseille Res Industria. À côté, c'est du JVT, à côté, c'est du... Enfin voilà. Mais là, cette année, je vais presser des roses, des blanches, des rouges. Un mélange, c'est tout, j'ai pas le choix. Et si Marc doit mélanger ces variétés, c'est à cause de la météo. Ces petites baies acidulées et sucrées ont besoin de beaucoup de soleil.
Non, franchement, c'est une très très mauvaise année. Les variétés les plus précoces ont été complètement ravagées, il n'y a rien du tout. Et là, on arrive à accueillir un petit peu là, sur les variétés un peu plus tardives, mais en plus avec des problèmes de maturité. Enfin, vraiment, c'est une très mauvaise année, des rendements très très faibles. Enfin, dans le secteur, c'est tout le monde pareil. Un peu plus loin dans le village, Marc dispose d'un petit pressoir qui lui permet de fabriquer son vin de manière traditionnelle. On va le passer au broyeur, enfin au fouloir, ça s'appelle. Et le but, c'est que les grappes passent hop, entre les rouleaux, et du coup, donc, vont être éclatées. L'année dernière, il a pressé près de 150 kg de groseille. En 2024, c'est à peine s'il en aura 30 kg. Alors pour obtenir un maximum de vin, Marc doit mélanger et presser différentes variétés de groseille. Et après quelques efforts, on obtient ce liquide rose. Du jus de groseille. C'est un jus qui est acide, mais qui est... Là, c'est vraiment pur fruit. Hein, donc, et ça, on trouve ça nulle part. Pour qu'il se transforme ensuite en boisson alcoolisée, il faut le laisser fermenter pendant 6 mois. On va mettre 6 litres de jus de groseille, 5 kg de sucre. Donc là, il faut mettre du sucre, forcément. Et on complète avec de l'eau. Donc une douzaine de litres d'eau à peu près, hein, puisqu'on est sur une bonbonne de 20 litres. Cette association, La Groseille et ses amis, est née il y a 20 ans avec pour objectif de maintenir la production de vin de groseille dans les petits villages. Une boisson conviviale qui a toujours réuni les habitants. Aujourd'hui, quelques jeunes connaisseurs font également partie des rangs. C'est plutôt agréable dans un petit village comme ça de déjà faire connaître un vin et puis que tout le monde se rassemble auprès de quelque chose. Donc côté convivial, c'est vraiment ce que je préfère. Le vin de groseille, c'est plutôt un apéritif pour moi. C'est très goûtu et puis c'est très agréable en bouche. La saison des groseilles touche à sa fin, toutes les baies ont été pressées. Dans quelques mois, les bénévoles mettront en bouteille le précieux nectar. En 2024, la France fête les 80 ans de la Libération. Eh bien, en Meuse, un passionné d'histoire peut, lui, faire un bond dans le passé pour presque revivre la Seconde Guerre mondiale. Il collectionne depuis toujours des objets militaires, obus, fusils, uniformes. Et il vient d'ouvrir au public un musée dans l'ancienne gare de Ligny-en-Barrois. Un reportage de Céline Moreau et Brigitte Maestrassi. Il n'y a plus de voyageurs dans l'ancienne gare de Ligny-en-Barrois, mais des uniformes et des casques exposés sur plus de 170 mètres carrés. Transformée en musée, elle abrite désormais des milliers d'objets des deux guerres mondiales. Francis a commencé à les collectionner dès l'âge de 5 ans. Il se souvient encore de son tout premier objet. C'est une passion dévorante. Et une fois qu'on la possède, on ne peut plus s'en passer. C'est un truc qui m'a passionné toute ma vie. C'est dans la peau. Et j'ai déjà demandé à des docteurs, ils m'ont dit tu auras ça toute ta vie. Tu ne pourras jamais t'en passer. C'est mon premier objet. Ce sacré étui, il a toute une histoire. Parce qu'à l'époque, donc en 1955, je marchais pratiquement sur mes chaussettes. Il n'y a plus de semelle sur mes chaussures. Ma mère avait pris l'étui et le soir, quand je suis rentré de l'école, je lui ai donc demandé, je ne trouvais pas mon étui, donc je lui ai dit, ben où est mon étui, quoi. Elle m'a dit, chez le cordonnier, il faut refaire tes chaussures, j'en ai marre de réparer tes chaussettes. Je me revois courir chez le cordonnier, il n'était pas là, j'ai ouvert la porte, j'ai vu mon étui, je l'ai pris et je suis reparti en courant et je l'ai caché dans un tas de bois. Il possède aujourd'hui 450 casques provenant de toutes les nations, 600 uniformes ainsi que des musettes, des baïonnettes et des obus. Tous ces objets ont été utilisés pendant les deux guerres. Francis récupère tout type de matériel militaire. Dans la région, il est aussi connu comme le loup blanc. Désormais, on lui donne directement les objets, alors qu'avant, il faisait le tour des brocants du Grand Est. Pour ce collectionneur, chaque trouvaille a une signification particulière. Un blessé là, de la Première Guerre. Là, ici, c'est en 1916. Et vous avez le bras droit, un appareil qui est celui de mon grand-père, qui a pris une balle, dans le bras, et il a eu cet appareil-là toute sa vie. Il a pris la balle dans la bataille de la Somme, en 1916. Alors,
C'est toujours un petit peu émouvant chaque fois parce que je l'ai connu, mon grand-père, avec l'appareil là, au bras. Aujourd'hui, ce passionné a cessé de chiner par manque de place. Sa dernière acquisition, un casque allemand de la Première Guerre mondiale. Ici, Francis possède un véritable trésor. Le prix de chaque objet varie en fonction de sa rareté. Les uniformes peuvent par exemple coûter entre 1 000 et 2 000 euros. Vous avez une tenue d'un officier allemand. Et ce manteau allemand là provient du Berghof. Il provient donc, Berghof, c'est la maison de Hitler. Le musée de la paix rouvrira au public le 31 août à l'occasion des 80 ans de la Libération. Fermé pendant 43 ans pour des raisons de sécurité, ce lieu chargé d'histoire sera accessible tous les week-ends, sauf en hiver. Ce soir, nous allons découvrir une incroyable aventure humaine, le Variété Cabaret, un petit cabaret rural entièrement porté par des bénévoles passionnés. Depuis près de 40 ans, ce spectacle attire des milliers de spectateurs et se joue parfois à guichet fermé. Bonsoir Caroline Bertrand. Bonsoir Clémentine. Bonsoir Grégory Pascal. Bonsoir. Alors avant de commencer, on va tout de suite montrer à nos téléspectateurs à quoi ressemble votre cabaret. Alors on vient d'en prendre plein les yeux avec ces belles images, mais vous qui êtes au départ du projet, quelle est votre définition du Variété Cabaret ? Eh bien, le Variété Cabaret, on est une association loi 1901 composée uniquement de bénévoles et on propose des repas spectacles en fait à la salle des fêtes de Longchamp-sur-Aujon, à peu près un samedi sur 2 pendant 1 an et demi. Votre but c'était de créer un spectacle rural ? Ah oui, ben, je pense qu'on vient à Longchamp principalement pour voir le Variété Cabaret, parce qu'on est dans une campagne où il y a 400 habitants à peu près. C'est ça, ouais. Donc, c'est vrai que ça anime le village depuis un certain nombre d'années maintenant. C'est vrai que c'est une grande fierté pour nous de pouvoir activer aussi tout le réseau qui est autour de cette association-là. Et c'est vrai que c'est formidable pour nous, du coup. Alors justement, vous le dites, des années. Quels sont les secrets de votre longévité ? Parce que ça fait près de 40 ans que vous êtes en place. Eh bien, effectivement, donc on est passionné depuis de nombreuses années. Et c'est l'engouement, je pense, tous les ans qui fait qu'on a cette passion qui est de plus en plus grandissante. Et effectivement, le public nous renvoie des choses formidables puisque 1 an avant justement la présentation, tout est complet et c'est une grande fierté pour nous. Et du coup, c'est ce qui nous challenge tous les ans à essayer de se remobiliser pour proposer quelque chose de qualité, quoi. Et puis, le spectacle est quand même de plus en plus perfectionné dans les détails, mais grâce aux gens. Parce qu'en fait, plus on a de monde qui vient nous voir, plus on peut réinvestir, puisqu'on ne doit pas avoir de bénéfices vu que c'est une association loi 1901. Donc tout est réinvesti d'année en année, mais qui fait que maintenant on arrive à des moyens techniques assez confortables pour nous, passionnés que nous sommes. Ouais. On a une grande chance, effectivement, pardon. Ouais. Justement, vous dites réinvestir, mais en même temps, vous êtes tous bénévoles. Personne ne gagne 1 centime dans votre association. Comment vous arrivez à mobiliser autant de monde chaque année ? Je pense que en fait, l'engouement du public fait que nos proches sont heureux pour nous soutiennent énormément. D'ailleurs, sans eux, on ne pourrait pas réaliser ces soirées. Entre ceux qui gardent les enfants, des mamans dans la troupe, ceux qui sont au bar, ceux qui viennent faire le ménage, ceux qui viennent mettre la table, etc. On est une équipe de bénévoles quand même assez importante et heureusement qu'ils sont là. Alors qu'est-ce qui fait que je pense que de vivre une expérience comme ça dans sa vie, c'est assez quand même unique, je pense. Et puis c'est une chance. C'est vrai que merci Clémentine de poser cette question parce que ça nous permet vraiment de pouvoir aussi les mettre en avant eux. Nous, on est sur scène, c'est une chose, les gens nous identifient, effectivement, mais eux, ils sont quand même là pour soutenir tout ce projet-là et on les remercie vraiment. En coulisses, pour nous habiller, etc. C'est ça, justement. Combien de personnes sur scène, combien de personnes en coulisses à peu près ? Alors on est 10 sur scène et au total, on est à 25 à 30 à transiter autour de cette association, ou en tout cas les partenaires qui sont présents sur les samedis soirs. Plus le traiteur et tous les partenaires extérieurs qui nous accompagnent depuis des années. Qui eux sont professionnels, mais nous suivent dans cette aventure aussi.
Alors justement, vous avez des représentations, vous le disiez, presque un an à l'avance qui sont déjà complètes. Qu'est-ce qui fait que vous attirez des visiteurs de toute la France ? Je pense qu'on a fait un gros travail aussi au niveau de la communication. De plus en plus, effectivement, on diffuse davantage. Et puis les gens, voilà, c'est le bouche à oreille. Les gens viennent à 4, viennent à 15, viennent à 20. Mais je pense que c'est la com. On a un graphiste aussi qui fonctionne avec nous depuis quelques années. Et du coup, ça ne fait qu'accentuer cette dynamique-là. Et ouais, je pense que c'est la communication et beaucoup de bouche à oreille qui fait que ça perdure comme ça et que ça prend de l'ampleur de plus en plus. Avec le temps, je pense que l'image est de plus en plus pro, entre guillemets, semi-pro, on va dire. Et comme le dit Caro, les réseaux sociaux, c'est important et c'est un truc de dingue comment ça fonctionne. Et ça nous dépasse, même quand on voit des spectateurs, pas des téléspectateurs, mais venir nous voir de Bretagne ou du Loir-et-Cher ou autre. Ouais, on a des Corses, on a des Belges, enfin, c'est assez surprenant pour nous, quoi, parce que c'est encore une étape. Dépasse, ouais. Et vous pensez qu'au niveau du spectacle, il y a quelque chose qui change, qui fait que voilà, on n'est pas sur un cabaret parisien traditionnel, on est sur quelque chose de nouveau? On nous le renvoie, en tout cas ça, parce que je pense qu'on est proche des gens. Alors je ne dis pas qu'à Paris, ils ne sont pas proches des gens, mais on est comme eux, c'est ce qu'on dit toujours, on fait au mieux, ils s'identifient à nous. Et puis, ils nous le renvoient, ce côté chaleureux, populaire, qu'on peut transmettre sur scène, mais aussi dans la salle avec toutes les animations. Le public est partie prenante de notre spectacle. La proximité, vraiment, vraiment, effectivement, fait que les gens adorent finalement être dans nos soirées. Et puis nous, c'est vrai qu'on est vraiment toujours proche d'eux parce que c'est familial et ça reste quelque chose d'accessible un peu pour tout le monde. Et effectivement, ça fonctionne très très bien. Vous, en tant qu'artiste, vous le ressentez concrètement? Vous faites quoi sur scène, en quelques mots? Alors moi, je suis plutôt axée sur tout ce qui est chorégraphie. En fait, je m'occupe principalement de la quasi-globalité des chorégraphies du spectacle, tout ce qui est un petit peu mise en scène. Et on est hyper complémentaires parce que Greg va plutôt être sur l'aspect visuel, en tout cas avec la recherche de fond d'écran. Enfin, on va travailler la mise en scène tous les deux, chacun à notre manière. Mais voilà, en gros, moi, c'est plutôt les chorégraphies, mais lui, ça va être plutôt tout l'aspect aussi technique, visuel en partenariat avec les techniciens, etc. Donc, on est hyper complémentaires. Plus l'apport de tous les participants de cette troupe qui fait qu'aujourd'hui, on en est là. Et vous en êtes à un point qui est quand même très, très impressionnant, puisque ça va faire 40 ans. Quels sont vos projets futurs là, qui arrivent ? Eh ben, en tout cas, dans l'immédiat, on prolonge la saison et donc on va donner 4 dates à Bar-sur-Aube, mais 4 dates aussi en Haute-Marne, à la salle des fêtes de Chaumont. Sur ces 8 dates, d'ailleurs, on va aussi travailler avec un nouveau traiteur, un traiteur au Marnais. Je le souligne parce que voilà, il va arriver dans la troupe pour ces 8 dates-là et donc c'était sympa de le souligner. Et puis pour l'année prochaine, on est déjà en train de travailler notre prochain spectacle. On a déjà répété pour la saison prochaine qui ne sera qu'à partir de septembre 2025. Mais on veut marquer le coup pour les 40 ans, comme on veut marquer le coup tous les ans. Mais on essaye de ne pas baisser en gamme, au contraire, de toujours épater les gens et que ça soit de plus en plus beau au niveau visuel, au niveau des costumes, au niveau donc c'est un vrai travail de recherche qui prend du temps. C'est clair, mais on aime tellement ça que voilà. Puis on a eu aussi un truc après Covid aussi. Enfin, ça a marqué aussi quelque chose où effectivement on sait que les gens ont eu envie de se divertir, de se distraire. Oui. Nous, pareil, le fait d'être isolés, on est revenu, on a l'impression quand même plus fort. C'était compliqué pour nous, comme pour tout le monde, mais du coup, je pense que ça nous a permis de nous surpasser, nous dépasser aussi cette étape-là. Ouais. Eh bien, écoutez, merci d'avoir été avec nous et on espère que cette montée en puissance va continuer. Merci Clémentine. C'est la fin de votre édition. Merci de nous avoir suivis. Tout de suite, la météo et la météo des plages. L'information continue sur Puissance Télévision. Bonne soirée. Toute l'actualité en continu à retrouver sur notre site internet et notre application mobile.